Bienvenue à cette vidéo intitulée le module FFT et la transformée de Fourier. Alors, NumPy est un gros package qui contient plusieurs sous-modules et entre autres, nous avons le module Fast Fourier Transform. Donc, qui veut dire simplement la transformée de Fourier rapide. Ce module contient plusieurs fonctions pour traiter de l'analyse de Fourier. Comme plan, dans un premier temps, nous allons voir les objectifs de cette vidéo. Ensuite, nous allons définir ce que c'est que la transformée de Fourier rapide et finalement, nous allons passer à une application. Alors, pour rappel, la transformée de Fourier n'est qu'un algorithme, sinon l'algorithme le plus efficient pour réaliser une transformée de Fourier discrète. C'est quoi alors la transformée de Fourier, me direz-vous? La transformée de Fourier permet donc de décrire dans un espace fréquentiel un signal dont on connaît l'histoire au cours du temps. Cette définition un peu poétique peut tout simplement se simplifier au fait que la transformée de Fourier n'est qu'un changement d'espace. Donc, on prend une variable, notamment un signal, qui est décrit par le temps, et on le change d'espace. Donc, on passe et on l'amène dans un espace où il est décrit par des fréquences. Donc, pourquoi? Parce que cela permet de réaliser facilement des calculs, notamment dans l'analyse des séries chronologiques. Donc, quand on dit un signal, ça peut être toute variable dépendant du temps. Donc, par exemple, donc les séries chronologiques. Ou bien, vous pouvez imaginer concrètement des données de température, de courbe boursier, etc. Ou bien dans le traitement de audio, d'images, ou bien de vidéos, qui dépendent également de temps et on peut détecter des partners. En général, lorsqu'on applique dans le cas d'une série temporelle, il s'agit de détecter des événements, bien de faire ressortir des événements majeurs qui peuvent permettre notamment de réaliser des filtrages ou de faire des prévisions. Donc concrètement, l'algorithme en lui-même nous permet donc, comme je le disais tout à l'heure, de passer d'un domaine temporel à un domaine fréquentiel. Donc, comme vous voyez ici, c'est en Hertz et là, c'est en secondes. Ce n'est qu'une illustration. Donc, on peut faire le va-et-vient, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un domaine temporel vers un domaine fréquentiel. Donc là, on réalise ce qu'on appelle la transformée de Fourier rapide. Par contre, si on quitte un domaine fréquentiel vers un domaine temporel, on fait juste l'inverse de la transformée de Fourier rapide. Donc j'ai mis là à côté les formules pour ceux qui veulent se remémorer. Sinon, vous pouvez facilement le retrouver en ligne sur Wikipédia par exemple. Donc dans notre application tout à l'heure, on va ici créer une fonction périodique artificielle. Donc, on va créer un signal dont on connaît à l'avance les paramètres et on va essayer de voir en quoi la transformée de Fourier va nous aider à comprendre notre résultat, bien à comprendre mieux notre signal. Et après, nous ferons aussi l'inverse, donc pour voir si on obtient un résultat, si on peut et après on réalise l'inverse pour voir si on peut retrouver notre signal de départ. Alors sans plus tarder, allons voir comment réaliser la transformée de Fourier avec NumPy. Alors comme à notre habitude, nous allons créer un fichier d'exercice. Alors comme l'avons mentionné tout à l'heure, c'est donc le module FFT ou bien Fast Fourier Transform qui va nous aider à faire notre opération. Donc vous allez importer le module, bien si vous préférez carrément le package. Ensuite on peut extraire nous-mêmes le package NumPy. Donc import NumPy as np. Donc nous allons générer un signal dont nous connaissons déjà les composantes de fréquence. Donc nous allons prendre une fréquence F, si vous voulez F1 de 40 et F2 de 80. Donc là on parle de Hertz, donc on connaît déjà nos fréquences. On va générer le signal S. Donc NumPy, c'est, on n'a pas besoin d'appeler math, on peut utiliser NumPy pour obtenir la fonction sin également. Donc ce serait des fonctions, ce serait des signaux de type sinusoïde. Donc, comme nous connaissons déjà les composantes que nous allons utiliser, les composantes fréquentielles que nous allons utiliser pour créer notre signal, donc il y en aura deux. Nous allons également définir
K, qui est tout simplement un coefficient, qui est tout simplement le facteur de conversion période-fréquence. Donc, ce qui va nous permettre de générer à partir de ces fréquences-là un signal périodique, donc qui dépend du temps. Le facteur de conversion, c'est 2pi, npi. Là encore, on n'a pas besoin d'aller dans maths pour chercher pi. Nous avons pi également dans NumPy, c'est ce qui est l'avantage, c'est l'un des avantages d'utiliser donc facteur de conversion période fréquence. Donc, nous allons générer donc notre signal np sinus. Nous allons définir ensuite un vecteur d'échantillonnage, donc un vecteur. Nous allons utiliser la fonction linspace. Donc nous allons supposer de 0 à 0,5 secondes. Nous voulons un échantillon de 500 éléments. Donc là, je vais définir et mettre n à ce niveau. C'est en seconde. Donc, générer un signal, on va mettre S composé de 2, un signal S qui est la somme, ça peut être autre chose, hein. La somme de 2, ça peut être un signal gaussien et autres, mais ici nous allons choisir un signal qui est la somme de 2, la somme de 2 sinusoïdes, donc de fréquences différentes. D'abord, allons-y, S égale à, donc avec F1, nous allons multiplier par K plus N. Donc, comme pour rappel, on a utilisé le K, le facteur de conversion, donc pour s'assurer de passer les fréquences en espace de périodicité. Car rappelez-vous, lorsque vous enregistrez un signal, si je prends l'exemple d'un audio, vous n'avez que les amplitudes et le temps. Mais nous, ici, on a défini à l'avance les fréquences qu'on obtiendra grâce à la transformée de Fourier. L'objectif est donc de montrer comment la transformée de Fourier permet de détecter les fréquences qui sont à l'intérieur d'un signal. Donc si c'est à titre illustratif, nous savons à l'avance les fréquences. Mais nous allons voir comment la transformée de Fourier permet de démontrer l'existence de ces fréquences-là dans un signal. Ou bien permet donc de révéler l'existence de ces fréquences-là dans un signal. Et donc c'est là vraiment le véritable intérêt de la transformée de Fourier. Donc là, on va pas mettre des amplitudes, donc il y a amplitude 1, amplitude 1. Donc l'autre composant qu'il manque, donc c'est la périodicité, T. Donc l'autre composant, c'est le vecteur de temps. Le voici, T. T, on peut ajouter les amplitudes. 2, 4, 2, ce n'est pas... Donc voilà, un signal. Donc avant ça, n'oublions pas d'importer NumPy. Donc voici notre signal. Donc, si on veut graphiquement, import matplotlib. Rappelez-vous, la dernière vidéo, nous avons nous avons installé matplotlib, donc nous allons utiliser à titre illustratif, que ce soit plus parlant, tracer donc notre signal, tracer le signal. Donc pour tracer notre signal, tout simplement, plot, donc T, S, on va mettre le label, le titre, signal, S, petit s. Donc X label en main, temps en seconde. Y label en amplitude. Ça devrait suffire. Donc on fait ça, on exécute. Voilà notre signal. Comme vous pouvez le remarquer, on ne distingue en rien nos deux composantes utilisées pour réaliser notre signal. Parce qu'en fait, lorsque vous avez un signal, ça ressemble à peu près à cela. Bien que nous ayons ici utilisé des sinusoïdes, la plupart du temps, les signaux ressemblent à ça. Ça peut avoir des formes rectangulaires et bien d'autres, mais ça ressemble à ça, donc où on ne distingue en rien les fréquences sous-jacentes, ou bien on n'a pas l'information qui est cachée, on va dire. Mais avec la transformée de Fourier, remarquez, on va faire donc la transformée de Fourier, transformée de Fourier rapide, avec ft de ft. Donc, la fonction ft
du module FFT. Donc, on obtient S, grand S, donc S pour la transformée de Fourier, NumPy, FT, et il suffit de placer S, et on réalise la transformée de Fourier. Bien, d'abord il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la variable S contient des nombres complexes, ou même si je l'affiche, vous pouvez le remarquer, comme vous voyez. Et par ailleurs, S, donc S, par exemple 1, c'est la conjuguée de S 499. Donc S1, sa conjuguée se trouve dans S 499, comme vous pouvez le remarquer. Ça, c'est un élément important. Donc, et par ailleurs, comme nous nous intéressons uniquement aux valeurs réelles, nous allons prendre le module de nos valeurs complexes. Donc, pour faire cela, on suffit d'utiliser la fonction abs. La fonction générique abs, on peut récupérer uniquement la partie réelle de la transformée de Fourier. Et il faut aussi savoir que dans l'espace fréquentiel, les valeurs renvoyées sont symétriques. Donc, comme nous venons de le voir, sont symétriques par rapport à 0. Donc, nous avons exactement l'exacte réplique des éléments négatifs au niveau des valeurs, au niveau des éléments positifs. Donc, nous allons récupérer tout simplement la moitié du vecteur S que nous avons. Sinon, nous aurons les mêmes valeurs ou bien les mêmes informations. Mais nous allons récupérer juste la moitié. Donc, nous allons créer f, petit f, donc les fréquences, l'espace de fréquence, qui sera donc d'une certaine façon, qui va nous servir donc à tracer le graphique de la transformée de Fourier. Donc là, ça commence de 0. Ici, ça va être divisé par... Donc, ici, je place transformer. Donc, pour réaliser le spectre, donc ici, pour réaliser le spectre de notre signal, donc quand on dit signal, le spectre, c'est d'obtenir donc le graphe, on appelle spectre, donc la transformée de Fourier, le résultat de la transformée de Fourier. Pour obtenir le spectre de la transformée de Fourier, on va d'abord déterminer la fréquence en abscisse dont on a besoin. Donc pour cela, on va générer les fréquences issues de notre signal précédent. Pour ce faire, on va juste prendre le t moins 1, donc l'arrêt qui sépare deux échantillons, et on va mettre n toujours à ce niveau. Donc là, on obtient la répartition. Donc tracer le spectre. Pour tracer, d'abord la répartition des fréquences sur l'axe des abscisses. Maintenant, on est prêt pour le graphique. Sachez que vous pouvez normaliser donc la transformée de Fourier, mais cette transformation n'est pas obligatoire, elle est facultative. Donc nous n'allons pas la transformer, nous allons la conserver ainsi. Par ailleurs, comme je l'ai précisé précédemment, la transformée de Fourier, le résultat obtenu donc est symétrique autour de 0. Donc on a l'équivalent des nombres, des valeurs négatives en valeurs positives. Donc nous, on ne s'intéresse qu'à une partie. Donc on va extraire la moitié de chacun de ces deux vecteurs pour faire le graphique. Donc tout simplement, il suffit de faire ceci. Nous allons projeter tous les éléments ensemble. Tracer du signal, du spectre et de son spectre. Donc on parle de spectre lorsqu'on est dans l'espace fréquentiel, et signal au sens propre du terme lorsqu'on est dans l'espace temporel. Donc là, on va faire fig x plt. Donc on va subplots 2 1. Donc on va superposer les deux graphiques pour mieux faire la comparaison. Et fig size. Donc on peut fournir la taille de la figure 10 10. On va laisser ça comme ça, donc sous forme de tuple. Ensuite ici on mettra donc dans le premier graphe, donc on va mettre les éléments suivants. Dans le second, on va placer notre spectre dans sa fréquence en hertz. Donc c'est en hertz. Et attention à ce niveau, donc f, comme on a dit, on va juste représenter la moitié puisque c'est symétrique. Donc ici grand S, toujours là aussi la moitié, juste on va prendre la moitié. Donc on fait cela pour faire la division entière.
Parce que si vous faites simplement la division, vous obtiendrez une valeur à virgule flottante, ce qui va générer une erreur. On ne peut faire l'extraction qu'avec des nombres entiers. Donc d'où la division entière utilisée à ce niveau. Le double bar, donc la division entière, rappelez-vous, des opérations arithmétiques vues au niveau des nombres, de l'étude des nombres. Donc tout est prêt, on peut projeter. Ah, on a oublié un élément important, attention à ce niveau. Donc 7, attention, à ce niveau c'est 7. C'est l'inconvénient du copier-coller du code. Il faut faire attention à ce qu'on met. Et je pense que ce serait plus intéressant ici de mettre une barre au lieu de plot. Au lieu d'une courbe en ligne, on va utiliser plutôt une barre pour que ce soit plus évident que ce sont des fréquences. Apparemment, là encore un problème, nous n'avons pas créé F. Nous allons créer F. Donc, assurons-nous d'avoir tout bien exécuté. Donc voilà, enfin. Et vous remarquez deux éléments qui apparaissent. Vous remarquez un truc important à ce niveau. Vous avez exactement nos deux fréquences qui sont soi-disant cachées dans le signal précédent, qui ont été révélées par la transformée de Fourier. Nous avons en résultat ici la composante de fréquence 40 et ensuite la composante de fréquence 80. Donc en bref, c'est ça le principe de la transformée de Fourier. Il s'agit donc de révéler les vraies composantes qui sont cachées dans un signal. Et ici, les voilà. Nous avons nos fréquences initialement utilisées pour générer le signal qui ont été révélées par la transformée de Fourier. Donc, en pratique, c'est ce que fait la transformée de Fourier. Donc, pour tout signal que vous avez, vous auriez des pics qui reflètent l'amplitude de certaines fréquences qui sont en fait cachées lorsque on utilise juste l'espace temporel tel que les données brutes nous le présentent. Donc voilà en gros l'intérêt de la transformée de Fourier. Bien entendu, on peut faire d'autres opérations plus importantes une fois qu'on a fait la transformée de Fourier. Maintenant, essayons de retrouver l'inverse, donc inverse de la transformée de Fourier rapide avec, donc c'est simple, du module, parce que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut récupérer notre signal de départ avec l'inverse, après la transformation? Oui, on peut retrouver cela, mais de façon approximative. Donc on va créer petit s, donc c'est le s', ça généré grâce à ft de grand S. Donc voilà, on peut le comparer avec grâce à la fonction allClose. Attention, nous avons précédemment donc généré. Pour ce faire, on doit juste prendre cela parce que nous avons précédemment transformé ça en valeur absolue. Donc d'abord nous faisons à nouveau s transformé égale, ensuite nous l'inversons, transformer, voilà, et vérifier si c'est proche. Voilà, donc si vous faites la différence, vous verrez que c'est approximatif. Il y a bien des différences, mais ce sont des différences infimes. Car rappelez-vous, cet algorithme ne fait que l'approximation numérique de la vraie fonction qui se cache derrière ce signal. Donc voilà, on a terminé. Ainsi donc voilà, merci pour votre attention.